Oui, on attend 2 minutes, 3 minutes avant de commencer, peut-être pour laisser quelques-uns à se connecter, le temps de se connecter. Je voulais rebondir sur le webinaire de la dernière fois pour faire un peu une liaison et puis voilà. oui, Et on peut. surtout insister sur auprès de ceux qui sont présents, surtout si vous faites partie de ceux qui ont utilisé du Bévarol cette année, faites des comptages après traitement. Ça va être important. Je commence à avoir des retours et il semblerait que ceux qui ont utilisé, enfin je dis il semblerait, attention, hein, j'ai eu 2 retours, je ne vais pas exagérer, j'ai eu 2 retours. Peut-être qu'il y en a qui ont fait des comptages et qui ne m'ont pas appelé parce qu'ils trouvent que c'est normal comme résultat, mais j'ai eu 2 retours pas bons qui du coup nécessitent de traiter plus rapidement, de passer avec autre chose, de passer avec l'acide oxalique rapidement. Donc, vous voyez quand même que la surveillance de la chute de varroa après traitement peut avoir de l'importance. Surtout, je vais dire, si vous avez utilisé du Bévarol cette année. Ça, c'est pour faire le lien avec ce que l'on a dit la dernière fois. Est-ce que, par rapport à ce qui a été dit la dernière fois, il y en a qui ont des questions qui leur sont venues, qui sont à poser? En tout cas, vous aurez le temps de les poser après, ou si votre micro ne fonctionne pas, ce qui peut être le cas chez certains, vous pouvez les écrire avec le chat. Et à ce moment-là, on les verra, on vous répondra quand même. Tout à fait. Donc, ça me donne un petit peu l'occasion de rappeler un petit peu le principe. Donc, Jean-Marie Edon qui va proposer une présentation, c'est une introduction. Ce webinaire se veut surtout les réponses apportées à des questions que vous pouvez vous poser. Et la réunion sera d'autant plus riche que vous aurez soit préparé, soit des questions qui vous viennent, mais surtout, on le constate depuis les quelques webinaires qui ont eu lieu déjà, il ne faut pas hésiter à poser les questions. C'est ce qui enrichit le fil de discussion et finalement la réunion, parce que d'abord c'est le principe, et puis c'est ce qui permet d'animer. Donc on s'applique, nous, à préparer une introduction qui se veut courte. Ce n'est pas un exposé d'1 heure, hein, loin de là. C'est une petite introduction. C'est souvent Jean-Marie qui l'a fait, je l'en remercie. Et ensuite, la réunion doit continuer sur la réponse à vos questions. Alors, effectivement, il se peut que, suivant le navigateur que vous utilisez, vous ayez, comme moi tout à l'heure, des petites difficultés avec le micro. Pas grave, vous pouvez la rédiger facilement avec la conversation, vous pouvez lever la main et puis poser votre question, on la lira et on y répondra surtout. Voilà. N'hésitez pas, c'est ce qui va finalement animer un petit peu et rendre dynamique ce webinaire. Voilà, je compte sur vous. Merci Eric. Merci Eric. Eh bien, on va attaquer doucement. Alors, vous voyez, c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, le titre, c'est Observation des signes cliniques, c'est la première partie. Parce que c'est toujours pareil, on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on va présenter, qu'est-ce qu'on va vous présenter à ces webinaires. L'idée, c'est que vous nous soumettiez des questions ou des thèmes sur lesquels vous posez des questions qui pourraient servir de sujet, mais force est de constater qu'on n'a pas beaucoup de propositions, donc on essaie de chercher un peu ce qui peut être intéressant, ce qui pourrait vous intéresser. Et bon, j'ai fait des formations de TSA, et je me base sur une réflexion de notre maître à tous, Jean-Marie Bordemension, ancien président de la FNOSAD, qui disait et qui répétait à tire-larigot, chaque apiculteur doit être son propre TSA, c'est-à-dire technicien sanitaire apicole. C'est important, sanitaire apicole. C'est-à-dire avoir une somme de connaissances importantes en sanitaire, de façon à pouvoir comprendre ce qui se passe dans sa ruche, analyser et intervenir. Bon, c'est un vœu pieux que tout le monde soit son TSA, parce qu'aujourd'hui, les TSA, les apiculteurs qui ont suivi la formation TSA, c'est une formation qui est d'1 semaine, qui est même de 7 jours complet, qui est une poussée où il y a beaucoup de connaissances à acquérir. Mais bon, chaque apiculteur doit être capable de savoir observer ses ruches, regarder ce qui s'y passe et se dire, tiens, ça c'est quelque chose de pas normal, il se passe quelque chose, je vais aller voir dans la ruche
Et puis, si je ne sais pas l'interpréter, éventuellement, je vais appeler le TSA de mon secteur ou le veto. Nous sommes, tous les TSA du département et moi-même, sommes à votre disposition pour venir voir s'il se passe quelque chose chez vous. Et on le fait, on a toujours répondu à toutes les sollicitations. Donc, c'est ça. L'importance, c'est une attitude d'apiculteur, c'est savoir observer. Regardez, simplement regarder ce qui se passe, noter ce que l'on voit, en se disant, ben, tiens, ça c'est normal, et puis ça, c'est pas normal, il se passe quelque chose, sans vouloir l'interpréter. J'ai dit, et ça c'est important, sans vouloir l'interpréter, savoir regarder, noter les choses, et sans chercher de suite à dire, ah, mais ça c'est parce qu'il y a telle maladie ou telle chose. Non. On commence par prendre son papier et son crayon, parce qu'à la limite, quand on examine, et puis on note tout ce que l'on observe, des choses qui nous paraissent normales, des choses qui ne nous paraissent pas normales. Et ce n'est qu'à la fin qu'on peut faire une interprétation des signes. L'interprétation des signes cliniques observés ne peut se faire qu'à la fin de l'observation complète, quand on a tout recueilli. On les regroupe ensemble. Et à ce moment-là, on dit, ah oui, tiens, là, on a toute cette somme de signes anormaux, du coup, ça fait penser à telle maladie. Une fois encore, ça fait penser à telle maladie. Je ne dis pas c'est telle maladie. C'est important, cette démarche diagnostique. Et cette attitude d'observation, elle s'apprend au fur et à mesure, chaque fois qu'on va dans le rucher. Et donc, il faut avoir une méthode d'observation. Et c'est pour ça que je suis parti sur cette idée-là, de dire, tiens, on va faire des webinaires, une série de webinaires sur les observations cliniques, des signes cliniques, et on va dérouler la démarche logique que l'on fait, que tout apiculteur doit faire quand il va sur son rucher. Une fois encore, on ne cherche pas à faire un diagnostic, juste un recueil des observations. Et on ne s'arrête pas à quelques signes. Je me suis marqué exemple, si vous avez le nez qui coule, que vous toussez, que vous êtes fatigué, avec peut-être même un peu de fièvre, ah ben c'est quoi? C'est un rhume, c'est une grippe, c'est le Covid, c'est une pneumonie qui démarre, vous voyez? À la vue de certains symptômes, on ne peut pas faire de diagnostic. Et c'est toujours le cas, il faut bien se le dire. Ça nécessite souvent des analyses complémentaires. Mais savoir observer et dire ce qui se passe, et à ce moment-là, alerter. Donc la démarche. Là, je viens de changer la diapo pour savoir, est-ce que ça, vous l'avez de suite devant les yeux, la seconde diapo? Bon, impeccable. Je vais pouvoir suivre rapidement. Si vous constatez que je parle et que manifestement vous n'avez pas encore reçu le diapo, vous, Eric, me fait signe et je reprendrai. Donc la particularité de l'apiculture quand même, c'est que voilà, on a plusieurs éléments à observer. On a l'abeille, la colonie et le rucher. Ce sont trois entités différentes, hein, mais c'est l'ensemble qu'il faut observer. Et ce n'est pas que les abeilles, ou ce n'est pas que la colonie. Et c'est pour ça qu'on va voir. Donc les signes se récoltent dans ces trois entités. Donc c'est pour ça que j'ai fait plusieurs parties. Et chaque partie n'auront pas lieu à l'abeille, la colonie, le rucher, mais c'est une démarche logique quand on arrive dans son rucher. Donc le plan que l'on va suivre, c'est, voilà, aujourd'hui, c'est on arrive dans son rucher. Donc d'abord, l'observation à distance. Qu'est-ce qui se passe? L'activité générale de son rucher. Est-ce qu'en fonction de la saison et de l'attendu que l'on a dans la saison, c'est une activité normale ou pas? Puis on va avancer dans son rucher, on va avoir une observation rapprochée devant les ruches. On regarde, on commence par se promener devant son rucher, dans son rucher, de ruche en ruche, et on regarde. Et on voit qu'il y a des ruches qui sont très actives, d'autres qui ont une activité bizarre, d'autres qui ont peu d'activité. Celles qui ont peu d'activité par rapport aux autres, c'est peut-être celle-là qu'il faudra aller voir pour voir ce qui se passe dedans. C'est une démarche logique, vous allez me dire. On peut observer ensuite devant éventuellement de la mortalité, s'il y a la mortalité devant les ruches. Et puis, on observe les abeilles devant les ruches, comment elles se comportent. Et je vous montrerai les petits films tout à l'heure pour voir ce qui se passe, ce qu'on peut observer devant des ruches certaines fois. Et puis ensuite, on ouvre la ruche. Qu'est-ce qu'on peut voir quand on ouvre la ruche? Et enfin, quand on a ouvert la ruche, on va aller à l'intérieur de la ruche en regardant les cadres. D'abord les abeilles, qui sont à l'intérieur de la ruche, bien sûr. Et puis ensuite, on va aller regarder les cadres de réserve, de couvain, tout ça. Donc, tout cet ensemble de démarches vont faire l'objet de 2 ou 3 présentations que je vais vous faire sur les webinaires. Aujourd'hui, on va se contenter de faire les observations avant d'ouvrir la ruche. Alors tout d'abord, c'est l'examen à distance. On arrive dans son rucher. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que mon rucher est bien exposé? Est-ce que je ne peux pas l'améliorer? Est-ce que mes ruches sont bien disposées? Est-ce que je ne peux pas améliorer le système? Je prends l'exemple de la photo, où vous avez des ruches qui sont bien alignées, c'est propre, c'est joli, mais ça, je vais dire presque, c'est une source de problème, parce que vous risquez la dérive. J'ai fait une visite sanitaire il y a quelques jours chez un apiculteur qui venait de s'installer chez lui,
il est déménagé, il a trimballé ses ruches, elles étaient toutes alignées comme ça. J'ai dit, c'est pas l'idéal. Pourquoi c'est pas l'idéal? Parce que simplement, il va y avoir de la dérive. La dérive, c'est le fait que les abeilles d'une ruche ne reviennent pas dans leur ruche à elles. Vous savez très bien, que je vous le dis souvent, qu'à peu près, on dit qu'à peu près 30% des abeilles d'une ruche ne sont pas originaires de cette ruche. Elles sont arrivées par là par hasard, et puis elles y sont restées, et puis elles en repartiront, elles iront dans une autre ruche au besoin. Ça leur arrive. Elles se paument un peu, les abeilles, il ne faut pas croire. On apprend qu'elles reviennent toujours au même endroit, à 20 cm près. C'est pas vrai, non. Et surtout quand c'est aligné comme ça. Vous pensez bien que pendant l'été, il y a pas mal d'activités devant les ruches, etc. Bon, ben, l'abeille est attirée aussi par l'endroit où ça bouge beaucoup, et hop, elle change de ruche. Et ce qui se passe quand c'est aligné comme ça, c'est qu'il y a un phénomène de dérive avec une dépopulation des ruches qui sont à l'extérieur et une augmentation de la population sur les ruches qui sont au milieu. Donc, on perd en productivité sur les ruches extérieures, et puis c'est une source surtout, la dérive, de contamination et de propagation de maladies. Donc, ce n'est pas l'idéal. Par contre, quand on est obligé de les tenir serrés, on peut très bien déjà alterner les ouvertures d'un côté et de l'autre. Déjà, ça change pas mal les choses, ce qui fait que deux ruches qui s'ouvrent du même côté, elles ont quand même déjà une distance qui n'est pas négligeable entre elles. Mais l'idéal, c'est d'avoir des ruchers, et la photo suivante te montrera qui sont espacés. Donc, on regarde l'ensoleillement. On évite les fonds de... Je vais changer de diapo. Non, je le ferai après. Donc, on évite qu'elles soient trop à l'ombre. L'idéal, c'est d'avoir des ruches qui sont au soleil le matin de bonne heure, et puis qui, en été, sont peut-être à l'ombre un petit peu, voilà, parce qu'en été, en plein été, il commence à avoir des températures importantes. Donc, la disposition à l'intérieur du rucher a son importance, et il faut être critique par rapport à ce que l'on a fait soi-même, ce que l'on fait chez soi. Voilà un exemple de photo où vous avez sur la gauche là, un rucher de ruchettes. C'est chez moi, je peux vous dire. Donc là, la première est vide, d'accord, mais vous voyez qu'elles paraissent serrées, c'est certain, mais elles ont systématiquement une ouverture d'un côté et une ouverture de l'autre, systématiquement. Hein. Donc, ouais, il y a des fois, on ne peut pas te faire autrement. Par contre, à droite, c'est un autre rucher de chez moi. Vous voyez que là, par contre, les ruches sont parfaitement disposées, espacées. Et puis, elles ont souvent des petits repères également pour se repérer, pour dire, tiens, moi, c'est de ce côté-là que je dois aller. Voilà, autre exemple de ruches qui sont à mon goût trop serrées, trop éloignées, et trop serrées. Alors là, par contre, vous voyez, elles sont toutes côte à côte, vraiment, elles ouvrent toutes du bon côté, toutes du même côté. C'est pas l'idéal. Donc, soyez critiques, en faire vos affaires à vous. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je suis bien orienté? Je sais qu'on ne peut pas toujours choisir ce que l'on veut, mais déjà, ne serait-ce que tourner l'entrée d'un côté et de l'autre, c'est déjà une amélioration. Ensuite, il y a l'examen rapproché. Qu'est-ce qui se passe devant les colonies? Je vais passer devant toutes les colonies, puis je vais regarder. Il y en a qui vont être plus actifs que d'autres. Il y a peut-être des éléments anormaux devant certaines, des cadavres, des déchets, des souillures. Quand je vous disais qu'on regarde ce qui se passe, est-ce que normalement sur les planches d'envol, il n'y a quasiment pas d'abeilles, ou très peu. Il arrive quelquefois qu'on trouve l'encombrement, du houspillage, des abeilles énervées, bagarreuses, il se passe quelque chose, il y a quelque chose de pas normal, il y a quelque chose de pas normal sur cette ruche. Donc l'encombrement des planches d'envol est un signe important à repérer, c'est pas normal. Ensuite, on regarde au sol aussi, autour de la ruche. Est-ce que, bon, mais normalement, il n'y a pas d'abeilles. Hein. Normalement, les abeilles, elles ne se trompent pas. Quand elles arrivent, elles rentrent directement. Et dans les petits films que je vous montrerai tout à l'heure, où on voit des abeilles qui tremblent, etc., mais on voit aussi des abeilles qui arrivent avec les pelotes de pollen et qui rentrent directement dans la ruche. C'est ce qui se passe normalement. Une abeille, elle ne se trompe pas. Quand il y a des problèmes, elles arrivent, elles se ratent la planche d'envol, elles vont sous la ruche, elles restent sur les brins d'herbe, elles n'arrivent pas à se renvoler, remonter. Bon, voilà les observations que l'on peut faire. Ensuite, on regarde les cochonneries qu'il y a dehors, ça peut être du comportement de nettoyage après l'hivernage. Voilà, il faut regarder tout ça. On peut également taper la ruche, taper un petit peu, puis voir comment elle réagit, si elle fait beaucoup de bruit, si elle ne fait pas beaucoup de bruit, et la peser. Et la peser, c'est un geste régulier à avoir
surtout pendant la période hivernale, je vais dire, maintenant, à partir de maintenant, et puis régulièrement, un peu tous les mois, on passe, on sous-pèse, et ça permet de voir quelles sont des ruches qui sont trop légères et qu'il faut nourrir. Voilà déjà tout un ensemble de signes que l'on peut observer régulièrement. C'est une démarche logique. On arrive. J'ai oublié de dire, quand on arrive aussi de loin, souvent, il arrive quelquefois qu'on arrive où il y a soit beaucoup de calme, soit très calme dans le rucher. Ça, c'est un signe d'alerte. Regardez dans les branchages autour du rucher, vous avez 9 chances sur 10 de trouver un essaim. Et il y a un essaim qui est parti depuis pas longtemps, et souvent on observe du calme un peu dans le rucher après qu'un essaim soit échappé. Soit on arrive en plein essaimage, bon, là c'est évident, à ce moment-là on attend qu'il se pose, on surveille, on regarde ce qui se passe. Voilà. Ensuite on fait le tour devant ces ruches, et on continue. Alors voilà des exemples de ce qu'on peut observer, avec une ruche là qui paraît très peu active, à côté d'une ruche qui est surpeuplée et qui déborde complètement. Qu'est-ce qui se passe dans cette ruche? Pourquoi elle déborde? Peut-être la température, peut-être le fait qu'elle est hyper populeuse, qu'il faut mettre une hausse. Bon, voilà les exemples de diapos que l'on peut voir. Voilà. On peut aussi également observer ces phénomènes. Alors, soit ça, c'est les ruches qui font la barbe, soit c'est pas l'encombrement de planches d'envol. La planche d'envol, bon là, il y a plus de monde que d'habitude déjà. Il y a plus de monde que ce qu'on voit d'habitude. Simplement parce qu'il y a cette barbe dessous. Ben, il y a un essaim qui est en train de se préparer, ou alors, effectivement, on est aussi en fin d'été, pendant l'été, avec des grosses chaleurs de fin de journée, où les abeilles sortent pour permettre aux ventileuses de faire leur travail comme il faut. Je me déplace, excusez-moi, j'ai besoin d'y voir clairement aussi. Ensuite, on passe devant les ruchers, devant les ruches aussi, et puis on regarde. Alors là, vous avez un exemple à gauche d'un rucher où systématiquement il y a une tuile, mais vous voyez que dans cette tuile-là, il y a de la mortalité systématique. Vous voyez que quelquefois, il y a peu de mortalité. Il faut regarder, il faut savoir regarder. Un signe d'alerte également tout bête, c'est qu'au printemps, devant certaines ruches, vous avez de l'herbe haute qui pousse plus que devant les autres, avec une herbe beaucoup plus verte. Et bien simplement, souvent dans ces cas-là, quand vous regardez, vous avez eu de la mortalité juste avant. Il y a eu de la mortalité, il y a eu un enrichissement en azote, et du coup, l'herbe a poussé mieux. C'est un point de repère qui peut se trouver. Ce sont des signes d'alerte, tout ça. Il faut savoir regarder. Mortalité devant les ruches, mortalité étalée. Alors, ce n'est pas une mortalité qui paraît. Ça paraît toujours très important, la mortalité, attention. Hein. Là, il faut la ramasser, la mettre dans un coin, et puis on repasse le lendemain pour voir ce qu'il y a, pour se faire une idée. Donc ça, ce sont des abeilles. Et puis quand on regarde également ces abeilles qui sont mortes, on regarde de près. On va trouver soit des abeilles qui sont toutes bien conservées et qui ont le même âge, si vous voulez, qui sont mortes depuis peu, soit vous allez trouver des abeilles qui sont déjà en état de décomposition, puis d'autres qui sont propres, puis d'autres qui sont en train de mourir. Ça prouve qu'il y a une mortalité qui est là, établie depuis longtemps. Après, le volume va vous dire si la mortalité est importante ou pas. La mortalité, ce n'est pas forcément que des abeilles, ça peut être aussi une évacuation massive de cadavres de nymphes. Là, voilà. Voilà un exemple d'encombrement de planches en vol. Elle fait partie d'un petit film que je vous montrerai à la fin. J'ai d'autres diapos, mais je ne les ai pas mises, où effectivement les abeilles sont en quantité importante sur la planche d'envol. Alors là aussi, ça s'observe, c'est tout. Je n'interprète pas. Ça s'observe, on regarde, on note. Après, dans les interprétations, plus tard, il faudra ouvrir la ruche et on verra. Il arrive qu'effectivement, en été, quand il y a des grosses chaleurs, avec des populations importantes, à ce moment-là, on a des abeilles en quantité plus importante sur la planche d'envol, sans faire la barbe pour autant. Bon, voilà. Mais on ne peut interpréter que lorsqu'on a eu, une fois encore, tous les signes et qu'on a tout regardé méthodiquement. Il ne faut pas aller trop vite. Donc, voilà, les encombrements de planches d'envol, c'est un signe d'alerte important pour voir ce qui se passe. Ensuite, on regarde les abeilles. On regarde les abeilles, surtout s'il y a l'encombrement sur les planches d'envol, on regarde les abeilles de près. Et on observe ce qui se passe. On regarde comment elles se comportent. Et alors là, on peut voir énormément de choses. D'abord, on peut voir des abeilles avec les ailes déformées, qui sortent de la ruche, qui viennent prendre l'air et qui rentrent. Elles ne s'envolent pas, elles ont les ailes déformées, elles ne peuvent pas voler. Et puis ensuite, on peut voir des abeilles avec un abdomen qui est gonflé, ou alors qui ont des colorations anormales. Les abeilles noires, la maladie noire, vous en entendez parler, etc. On le voit, elles sont brillantes, elles sont lustrées, elles sont dépilées, lisses, on le voit.
Et puis, on peut voir des abeilles qui ont des tremblements, qui bougent sur elles-mêmes, qui portent les ailes de façon anormale. Quand on regarde les abeilles de près, certaines fois, on peut trouver des varrois. Alors, Tropidélaps, c'est marqué pour mémoire, mais pour l'instant, en France, on n'en a pas, en France métropolitaine, on n'en a pas. Et puis, c'est très petit. Par contre, le brolat, c'est le pouls de l'abeille. Ce sont des poux qui sont sur les abeilles. C'est plus gros qu'un varroa, donc ça se voit bien. Et quand il y en a et qu'il y a des abeilles sur les planches d'envol, vous pouvez en voir également. Donc, il faut savoir regarder, se dire, ah ben tiens, il y a quelque chose de pas normal, éventuellement. Ou alors, vous êtes capable de le reconnaître et de faire vous-même le diagnostic. On peut voir des abeilles qui se grattent, qui se nettoient normalement. On peut avoir des abeilles qui n'arrivent pas à se déplacer, à voler. Et vous verrez tout à l'heure, en montrant le film, je vous montrerai plusieurs fois, on voit des abeilles qui essaient de monter, qui battent des ailes, qui n'arrivent pas à monter, elles n'arrivent pas à monter sur la planche d'envol. Ou alors sur les brins d'herbe, c'est la même chose. Ensuite, il faut se poser la question, est-ce que ce sont des abeilles qui sortent de la ruche ou est-ce que ce sont des abeilles qui rentrent dans la ruche qui ont ce comportement-là? On regarde ensuite autour de la ruche par terre également, parce que quand il y a beaucoup d'abeilles qui ont un comportement anormal, de tremblement, de grattement, de nettoyage anormal, on trouve aussi souvent des abeilles autour sur l'herbe qui ont du mal à se déplacer, à marcher. Voilà. Voilà les observations que l'on peut regarder. Donc il faut ouvrir l'œil et ne pas se jeter de suite à ouvrir la ruche. Alors, je vais vous lancer le premier film. Et on le repassera plusieurs fois pour essayer de voir tout. Parce que moi, je n'ai qu'une petite vignette et c'est difficile pour moi. Je vous le lance. Voilà une observation que l'on peut faire. Ça va démarrer, 2 minutes. Voilà. De la mortalité devant la ruche. Alors, c'est saccadé, j'ai l'impression. De la mortalité devant la ruche. Je peux vous dire que c'est de la mortalité qui est homogène. Je veux dire par là que ce sont des abeilles qui ont toutes le même âge. Et là, vous voyez que la planche de vol est encombrée. Vous avez des abeilles là verticalement qui battent des ailes, qui essayent de monter, qui n'y arrivent pas. Qui n'y arrivent pas. Alors, moi, je les vois. Alors, à côté de ça, on va entendre des abeilles qui rentrent très vite. Ça, c'est le comportement normal des abeilles de retour. Et sur la planche d'envol, alors, excusez-moi, là, on va revenir en arrière. Je peux revenir en arrière, oui. Je vais essayer. On repart. Moi, j'ai du mal à les voir. Oui, celle-là, là. Celle-là, là. Celle-là. Quand vous avez repéré celle-là, vous voyez qu'il y en a plein d'autres qui ont le même comportement. Sur la planche d'envol ici en bas, là, moi j'ai une image quasiment fixe. Je ne sais pas, Eric, tu... C'est fluide, ça marche bien, Jean-Marie. Bon. Est-ce que ça, les images sont bonnes et ça a été vu? Oui, oui, les deux séquences que tu as lues, c'est une lecture fluide qu'on a eue. Voilà. Donc, je ne vous donne pas d'interprétation sur ce qui se passait là, simplement l'observation. On va présenter le second film. J'en ai un second. Alors là, ça va être aussi très court. Je vous le lance. Vous avez une abeille qui est là. Alors, vous voyez bien, c'est dans l'herbe. Regardez celle-là. Hop. Alors celle-là, on l'a perdue, je crois. Là, elle est là. Une abeille, elle saute. Elle a sauté. Vous avez vu tout à l'heure, elle a sauté. En fait, elle ne s'est pas envolée. Elle a sauté, elle s'est retrouvée sur un autre brin d'herbe. Alors ça, elle est floue. Mais elle n'a rien à faire là. L'abeille, regardez, une abeille n'a rien à faire par terre là. C'est devant les ruches. Hein. Bon, je vais vous présenter l'autre qui est peut-être plus par là. Elle est là, l'abeille. On va représenter là. Effectivement, moi j'ai du mal là-dessus parce que chez moi c'est très sécadé. Je n'arrive pas à voir le film entier. Non, ici c'est très fluide. Bon, mais tant mieux. On voit bien effectivement l'abeille qui saute de brindille en brindille et qui arrive pas à... L'observation, c'est que voilà, l'abeille, elle ne s'envole pas. Alors, elle n'a rien à faire là.
Hop, vous voyez? Ah oui, là je la vois, là je l'ai vue, là, on voit bien qu'elle n'arrive pas à voler. Ça, je reconnais que si on arrive à s'enrucher, que voilà, on ne fait pas attention et on ouvre les ruches dessus pour voir ce qui se passe dedans, on passe à côté de beaucoup d'informations. On peut passer à côté de beaucoup d'informations. Alors, j'en ai une autre à vous présenter qui est du même style. Hein, c'est toujours pareil, c'est sur des brins d'herbe. Je le lance. On a des abeilles qui grimpent aux herbes, Si vous regardez bien d'ailleurs celle de derrière, on la voit qu'elle se gratte le ventre souvent. Elle essaie de se rattraper. Elle fait la barre fixe, elle se trouve dessous, elle a du mal à remonter dessus. Une abeille, ça n'a pas à être par terre. Hein. Les abeilles, quand elles arrivent à la ruche, elles rentrent directement dans la ruche. Les abeilles qui ratent la planche d'envol, qui se retrouvent dessous et qui restent dans l'herbe, elles ont de sérieux problèmes. Voilà. Donc c'est sûr que les observations que l'on peut faire à l'arrivée à son rucher et devant les ruches sont relativement succinctes. Mais bon, c'est déjà des signes. C'est déjà des signes à observer et avoir cette démarche systématique de quand j'arrive, je regarde dans l'ensemble ce qui se passe, je passe devant mes ruches pour faire une comparaison, pour repérer un peu, je regarde devant les ruches, je regarde les planches d'envol et ensuite, je vais repérer du coup les ruches où apparemment il y a peut-être un problème parce qu'il y a une perte d'activité et à ce moment-là, c'est celle-là que j'irai voir. Et donc, ensuite, les signes que l'on peut observer quand on ouvre la ruche et quand on observe le couvain et les réserves feront l'objet de webinaires suivants. Voilà, aujourd'hui, je me suis contenté de ça. Donc, la discussion est ouverte. D'abord, est-ce qu'il y en a qui ont observé d'autres symptômes quelquefois, qui ont pu voir des choses, et puis on peut répondre aussi à d'autres questions, pas forcément sur ce thème-là. Nous sommes à votre écoute. Alors, je vais apporter un témoignage, si vous me le permettez. Moi, j'adore rester devant les ruches et avant d'ouvrir les ruches, et pas d'ailleurs, je n'ouvre pas systématiquement les ruches, mais je vais très souvent voir les ruches et c'est un thème que j'aime que tu abordes, Jean-Marie, parce que je le pratique beaucoup. Et dans les observations que l'on peut avoir auprès de ces ruches, d'abord, plus on les regarde, plus on les connaît. Ça, c'est une évidence, c'est une porte ouverte que j'enfonce, mais c'est une vérité aussi. Et, on observe des choses qui sont des fois remarquables. Alors, je l'ai observé en 12 ans une seule fois, mais il m'est arrivé quand même de l'observer. C'est sur le comportement d'une partie de la colonie où j'ai pu voir des abeilles se lancer à au moins 2 mètres, 2 mètres 50 de distance, donc prendre de l'élan et aller tenir à distance une attaque de frelons asiatiques. Et j'y suis resté un bout de temps pour voir si c'était vraiment éphémère, si c'était juste quelque chose qui allait disparaître. Et sur plusieurs minutes, sur plusieurs heures, j'ai pu constater ça. Je n'ai pu le constater plusieurs jours durant, avec une évolution de l'activité du frelon qui a fait qu'il a changé de stratégie. Mais c'est quand même quelque chose qui vaut le coup d'être vu, quoi, en fait, je trouve. Et effectivement, de se rapprocher de ces ruches à quelques mètres et d'essayer de trouver des caractéristiques comme ça d'attitude ou de situations qui sont particulières, je trouve ça très, très intéressant. Et quelquefois, avant d'ouvrir les ruches, je passe dans le rucher, je regarde mes ruches, et du coup, je ne suis pas toujours obligé d'ouvrir toutes les ruches, parce que surtout quand c'est soit en période d'été, soit quelque chose qui est un peu plus établi, où il n'y a pas un souci particulier,
on peut faire l'économie de l'ouverture si, si l'œil, finalement, s'est bien habitué à voir le comportement de sa colonie et si on observe finalement que tout va bien, rien qu'en regardant les abords d'abord et puis la planche d'envol, en fait, je trouve ça très intéressant. Voilà, Tu n'as pas eu l'idée de filmer? Pardon? Tu n'as pas eu l'idée de filmer? Ah, j'avais pas mon téléphone. C'était pas à la maison et j'avais pas mon téléphone, donc non, j'ai pas filmé. Dommage. Quoique je dis peut-être une bêtise. Je crois que ça rend pas bien, mais je crois que j'ai quelques images que je pourrais vous soumettre, oui. Si, mais maintenant que tu me le dis, que tu me le demandes, j'avais le deuxième jour ou le troisième jour, j'étais allé avec mon téléphone, mais comme ça va vite, finalement, on voit pas grand-chose. Ouais. Mais je dois pouvoir le retrouver, oui. Oui, oui. Je pensais avoir une souche d'abeilles qui était guerrière et qui allait me débarrasser de ça, et puis non. Bon, mais c'est quand même un observable qui m'a intéressé, quoi, beaucoup intéressé. Ok. D'autres. Après, j'aurais une Ouais. question par contre. Euh, c'est de temps en temps, et pas toujours la même colonie, euh, les abeilles ne s'envolent pas directement depuis la plage d'envol, mais beaucoup d'entre elles montent à moitié ou trois quarts de ruche avant de s'envoler. Et là, je voulais savoir si c'était quelque chose, parce que c'est pas tout le temps, c'est pas toujours la même colonie, mais ça arrive, et ça arrive pas régulièrement, mais ça arrive assez souvent quand même, je l'observe assez souvent. Et ça, j'ai jamais pu me l'expliquer. Est-ce qu'il y aurait Alors, un bout de réponse? je vais dire, je vais en profiter, je vais alors, tu as une réponse là, c'est quand il y a une mielée là, Sam, c'est quand il y a une mielée de genre de phénomène. Bon, pourquoi pas. Quand vous observez des phénomènes comme ça, s'il vous plaît, filmez-les. Prenez votre téléphone, faites un petit film. D'abord, ça peut être montré, montrez-les nous. Moi, ça peut m'intéresser. Après, je fais des formations, donc voilà, c'est toujours intéressant. Je suis capable de te répondre. Personnellement, je ne sais pas. Alors, tu vois, tu as une idée, là, il y a quelqu'un qui a répondu. Lorsqu'il y a des mielés, refais la réponse, s'il te plaît. Mielés, des mielés importantes, alors? Plus elles montent haut sur la ruche, plus ça miel. Ah bon, d'accord, ouais. Ah Pour le oui, moment, bon, c'était trois pourquoi quarts. pas. Pourquoi pas. Ok, Est-ce mais que, je serai attentif à ça. Ouais, c'est intéressant. Sam, excusez-moi, Sam, je ne sais pas qui c'est Samuel? Samuel Papillon? J'ai pas de réponse. Je ne sais pas. Bon, pourquoi pas, quand tu as est forte, alors oui. Mm. Il faut une Bon, et balance en merci. même temps sous la. Je serai vigilant par rapport à ça Ah, pour voir d'accord, effectivement ouais, donc si. c'est Samuel Papillon qui te répond, donc ouais, Mhm. d'accord. D'accord. C'est Samuel Papillon qui te répond sous cette Merci, forme-là. merci Samuel. Merci Merci. Samuel, ouais. Je serai attentif Samuel, à ça. éventuellement, tu peux nous faire part de certaines observations que tu as eues particulières, quelquefois, même par écrit, là. Mais j'hésite sur cette démarche systématique, ça paraît tout. C'est-à-dire, ben, si toi, quand tu vas dans tes ruchers, ça t'est arrivé de voir des phénomènes particuliers devant les ruches et que tu as compris ce qui se passait un peu, est-ce que tu peux nous partager certaines de ces observations? Moi, je ne suis pas rentré dans l'interprétation hein, sur les abeilles qui tremblent devant la ruche, sur les abeilles qui sont dans les brins d'herbe. Je ne suis pas rentré dans les interprétations parce qu'une fois encore, ce sont des symptômes et ce n'est qu'un symptôme. Et il faut en récupérer d'autres pour éventuellement arriver à un diagnostic. Et ça, c'est une démarche importante à avoir. Et qu'il n'y a pas que ce qui se passe dans la ruche qui permet de faire un diagnostic. Voilà. Parce qu'il est évident que quand j'ai des apiculteurs qui m'appellent en me disant je vois ce que j'ai dans ma ruche, je leur pose souvent des questions, savoir ce qu'ils ont regardé, ce qu'ils ont vu, et c'est important d'avoir toutes ces réponses-là. Donc c'est une démarche que chaque apiculteur doit acquérir.
La prochaine fois, on commencera à parler de l'observation de l'intérieur de la ruche, donc des réserves et du couvain. Et ça fera l'objet, je pense, de 2 présentations parce que le couvain, il y a beaucoup de choses à dire. Oui, alors dans les observations, effectivement, et d'ailleurs dans le film que tu as présenté, Jean-Marie, on le voit, il y a aussi les abeilles qui ramènent du pollen, et c'est une bonne indication aussi de voir si l'activité est plutôt favorable et si ça se passe relativement bien dans sa colonie, en fait. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'essaye d'observer quand je vais auprès du rucher et qui me semble être un bon indicateur de colonies qui vont bien, quoi, en fait. Ah bon, ça reste aussi à confirmer chaque fois quand on ouvre, etc. Mais en fait, disons que ça part bien, quoi. Quand je vois des abeilles avec des boules de pollen, voilà, je suis plutôt d'humeur à être confiant, quoi, disons. Oui, Après, pour sur la le mêlée, dos, je ne savais pas, donc tu vois, c'est une indication qui ouais, m'intéresse. Ça. Mm. oui, c'est intéressant à savoir. Euh, je suis revenu sur l'observation des abeilles qu'on peut faire à l'extérieur de la ruche. Une fois encore, c'est à l'extérieur de la ruche. Euh, L'abdomen distendu, c'est pas évident à voir, etc. Les ailes déformées, bon, d'accord. Mais par contre, les abeilles qui se grattent, qui se nettoient normalement, qui ont des vols difficiles, qui marchent à normal, qui sont sur le support vertical et qui n'arrivent pas des voies à monter comme je vous ai montré tout à l'heure. Il y en a qui sont mouillées. Des fois, ça arrive de voir des abeilles qui sont mouillées, qui ont un bordel anormal. Tout ça, voilà. Si on ne prend pas le temps de regarder ce qu'il y a, eh bien, c'est évident qu'on passe à côté. Voilà. Et que ça peut être riche en renseignements. On ne cherche pas Ouais, il y a forcément aussi à. l'observation de l'état de la ruche. J'ai eu alors, du temps où j'avais des ruches chez des voisins, et notamment près de plans d'eau. J'ai eu des ruches qui se constellaient de fientes d'abeilles. Et bon, mais pour leur bien-être, je les ai sortis. Effectivement, ça a été une bonne idée. Je les ai bien nourris, je les ai sortis parce que j'avais une suspicion que ça allait tourner à la nausémose, en fait. Et, c'est pareil, quoi. C'est quelque chose. L'état de la caisse, en fait, est important aussi, je pense. C'est une bonne remarque, effectivement. C'est quelque chose que je n'ai pas mis dans la liste que je devrais rajouter et compléter. Effectivement, les fientes, enfin les cochonneries sur la ruche, avec la diarrhée sur la ruche. Alors, ce qu'il y a, c'est que ça ne sent pas du tout. Alors, par contre, dans les observables, il m'est arrivé de voir des colonies qui sentaient fort, mais pas malades, avec une activité plutôt favorable, avec des mielés qui se passaient bien. Et c'est au changement de reine, euh, quand ça a remiré derrière un essaimage, que ce phénomène a disparu. Alors, je me suis ni inquiété ni quoi que ce soit, mais c'était une odeur assez âcre quand même, assez tenace, quoi, disons. Pas, 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 pas forcément âcre, mais bien tenace, quoi. Et sur les premiers temps, j'ai trouvé ça surprenant. J'ai été attentif à ça. Et puis, ça perdurait, quoi. Et ça a perduré 2 saisons. Bon. Là La aussi, remarque. j'ai pas de réponse et j'ai pas d'explication. Et la colonie s'est très très bien comportée et j'ai vraiment pas eu de soucis avec elle. Mais c'est un observable supplémentaire, quoi, l'odeur, en fait. Hein. Samuel a fait une remarque en disant c'est du miel de sarrasin, elles ont trouvé du sarrasin. Alors, déjà, je vais répondre à Samuel. Bon, pour tout le monde, il faut savoir quand même que quand les abeilles récoltent s'il y a du sarrasin dans le coin, quand elles récoltent du sarrasin, c'est effectivement une odeur très désagréable. Hein. Le miel de sarrasin, ça sent la fosse septique, quoi. Hein. C'est exactement ça, quoi.
Et donc voilà, après, il faudrait corroborer la réponse avec ce que vient de dire Eric. Est-ce que ce qu'il a observé, c'est un moment où éventuellement le sarrasin peut fleurir? Du sarrasin, il n'y en a quand même pas beaucoup dans la région. Hein, donc voilà. Ouais, ça a duré, quoi. Hein, pour moi, c'était pas juste une rentrée d'un nectar particulier ou d'un pollen particulier, parce que ça a perduré sur 2 saisons déjà. Et puis l'hiver, bien sûr, les effluves d'une colonie sont moins importantes, mais ça perdurait, quoi. C'était plus léger, mais je l'avais toujours. Ouais. Alors là aussi, bon voilà, là, je ne suis pas capable de répondre. Parce que, honnêtement, ces histoires d'odeur racre là, que tu décris, c'est pas des choses que l'on trouve dans les revues ou dans la publication scientifique concernant des symptômes de maladie, quoi. Hein. Donc, je ne suis pas capable de répondre. Moi, j'avoue que ce n'est pas des choses décrites dans les livres, quoi, ces histoires. Puis les odeurs, c'est aussi un peu personnel, c'est difficile à décrire et à percevoir. Bien qu'on dise qu'on en parlera la prochaine fois, que quand on ouvre certaines ruches malades, en fonction de certaines maladies, il y a des odeurs particulières. Mais bon, ça ne suffit pas. Ça fait partie de l'ensemble des signes. Mais là, Donc, j'avais pas besoin d'ouvrir la ruche. On peut avoir une ruche qui pue C'était toujours dans les et qui est observations malade. d'avant ouverture. Hein. Oui, on peut avoir une ruche qui pue et qui est malade, une ruche qui pue et qui n'est pas malade. Ce qui veut bien dire que l'odeur à elle-même ne suffit pas à faire un diagnostic. Il faut toujours un ensemble de symptômes. Oui, tu as raison, Sam. Tu as raison. Même une ruche loqueuse peut faire du miel, oui, bien sûr. Et une ruche loqueuse, elle va avoir peut-être de l'odeur. Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'arrêter à un symptôme. C'est toujours un ensemble d'observations qui amènent au diagnostic. Ça, c'est important et fondamental. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'en reste aux observations, sans rentrer dans les détails d'interprétation. Peut-être qu'à la fin des présentations, on rentrera plus dans les interprétations et les analyses de l'ensemble des symptômes que l'on peut recueillir. Voilà, bon, pour moi, j'ai fini aujourd'hui. J'ai rien de spécial. Si vous avez d'autres questions, sinon on peut arrêter plus tôt. Je vous invite à poser des questions si vous en avez, parce que c'est intéressant de profiter de l'expertise de Jean-Marie pour pouvoir avoir sur cette idée-là, sur ce sujet-là, des réponses à des questions que vous auriez peut-être. Non, vous embêtez pas. Il y a quelqu'un qui a parlé, je ne sais pas s'il y a une question ou pas, mais si vous n'arrivez pas à allumer votre micro, vous pouvez le poser toujours par le chat. Une dernière question, puisqu'on est sur la diapo, peut-être. Donc, pas de Trophylaelaps pour nous en métropole, mais le brola, donc le prou, là, il serait observable sans ouvrir? Il est observable sur les abeilles. Oui, y compris Il est observable sur les abeilles. Il est plus gros que le varroa. Sur le thorax également, ou un peu sur l'abdomen, mais essentiellement sur le thorax. Et donc, comme il est gros et que si tu as des abeilles en pagaille sur la ruche, sur le devant, tu peux peut-être l'observer, pourquoi pas. Ah, d'accord, ouais. Alors, attends, Jean, excuse-moi. Reclique dessus, j'ai pas eu le temps de lire, Jean. Ou alors allume ton micro, parce que tout à l'heure, on t'entendait, Jean. Il y a Marilyn qui demande aussi à quel moment l'observation serait la meilleure. Je réfléchis toujours avant de répondre. Vas-y, je vais reprendre. Et je dis, et si on fait, des fois, si on peut se faire des observations chacune et revenir, un de ces quatre, faire un retour sur les observations et montrer une vidéo qu'on fait pour voir si on partageait quelque chose. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Si, ça peut être une bonne idée, Thomas, que les gens filment un peu ce qu'ils voient et qu'on fasse un webinaire où on montre. Mais là, ça va être compliqué parce que voilà, il faut qu'ils m'envoient les films et qu'on les regroupe parce que c'est difficile de partager l'écran. Mais peut-être comme ça, toi, ça te permet d'analyser, de poser les questions avant, de poser plus ou moins le truc et après de partager. Comme ça permet. On est preneur.
Jean, tu avais une question. Oui, concernant les abeilles que tu as montrées, là, qui n'arrivent plus à s'envoler sur les brins d'herbe, est-ce que ce n'est pas tout simplement des abeilles qui sont à la fin de leur vie? Parce que, bon, on le sait, en été, elles vivent à peu près entre 40 et 45 jours, mais le jour de leur décès, si je puis dire, elles n'ont pas une crise cardiaque qui les foudroie là sur le coup. Donc, elles finissent effectivement à courir comme ça, enfin, à marcher avec difficulté. Et je pense que c'est la fin de leur vie. Alors, moi, j'ai une observation sur le rucher pédagogique que j'ai à Pont-du-Casse. Ce rucher, il est posé sur une dalle béton. Donc, les premiers temps où on avait les ruches, puisque c'est comment dire, un enclos avec des vitres et c'est observable par tous les gens qui passent dans le jardin. Donc tout le monde courait à la mairie pour dire les abeilles meurent, il y a des abeilles mortes partout, etc. Alors effectivement, comme j'ai fait un peu de pédagogie, je leur ai expliqué, j'ai expliqué à la mairie que il fallait pas s'inquiéter de ça, des abeilles, il en meurt tous les jours. Alors quand elles tombent dans l'herbe, ben, on les voit pas parce que déjà les oiseaux arrivent et viennent les récupérer. Mais quand elles meurent sur une dalle de béton, effectivement, ben, elles restent là. Et au bout de quelques jours, ben, ça fait un petit paquet d'abeilles, quoi. Mais c'est pas forcément. Moi, j'appelle ça la mortalité naturelle qu'il y a tous les jours. Une reine pond jusqu'à 2000 œufs par jour en plein été. Fatalement, il y a 2000 abeilles qui meurent aussi chaque jour. Voilà. Moi, maintenant, c'est pas parole d'évangile ce que je dis, mais je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Donc après, mais je te rejoins, Jean-Marie, à dire que c'est pas une seule observation qui permet de tirer des conclusions. Voilà. C'est intéressant ton observation. Je vais dire déjà sur ton bilan comptable, elle pond 2000 œufs, donc il meurt 2000 abeilles par jour. Je ne suis pas tout à fait d'accord, dans le sens où tu as quand même une augmentation de la population d'abeilles pendant une bonne période, ce qui veut dire qu'il y a plus d'abeilles, il y a plus d'abeilles qui naissent qui n'en meurent. Bon. Je veux dire que voilà. Il en naît tous les jours, mais il en meurt tous les jours. Voilà. Oui, ça d'accord. Ensuite, sur la mortalité, en temps normal, effectivement, les abeilles, en fait, c'est des abeilles c'est des butineuses qui meurent, qui en fait ne reviennent pas à la ruche. La plupart du temps, c'est des abeilles que l'on ne voit pas. Ouais. Bon, mortalité après, bon, je vais croire qu'effectivement, il y a quelques-unes qui meurent pas loin, ça c'est certain. Mais alors, dans les observations que je vous ai montrées sur les abeilles qui sont en brin d'herbe, effectivement, attention, là vous en avez vu sur le film, c'était une, deux abeilles, mais quand on regardait autour de la ruche, il y en avait d'autres. D'accord. Voilà. Mais ta remarque est juste. Ouais. Ta remarque, et une fois encore, ça veut dire qu'aussi à ce moment-là, il faut quand même aussi aller voir ce qui se passe dans la ruche et que je ne vous en ai pas parlé, mais il y avait aussi d'autres choses qui se passaient dans la ruche et qui se reliaient avec ça. Okay. Voilà. D'où l'importance de noter sans interpréter. D'accord. C'est ce qu'on fait. Ce qu'il faut faire, oui. Eh bien, la prochaine aura lieu donc au mois de décembre. D'accord. Prochain webinaire. Donc, je vous invite à faire une observation entre-temps, faire un petit film que vous pouvez mettre soit sur un drive avec un échange de liens pour qu'on puisse y avoir accès et on pourrait éventuellement commenter ces éléments-là. Ça ferait une richesse supplémentaire à notre discussion. J'essaierai de retrouver, moi, pour ma part, le petit film, effectivement, la petite séquence que j'ai dû prendre là, sur cette observation particulière. J'en profite aussi pour dire que on va actualiser un petit peu le site GDSA et on va mettre quelques images, photos et vidéos du sujet aussi du moment qui est les harpes et le piégeage pour voir comment se comportent dans certains ruchers les frelons par rapport à nos éléments de protection. Voilà, petite parenthèse. OK. En tout cas, merci à tous.
Bravo d'avoir participé. Puis on se dit au mois prochain, premier lundi de décembre, pour compléter un petit peu ce thème de l'observation, en allant un petit peu plus profond dans les ruches. Encore grand merci Jean-Marie pour Voilà. cette introduction et cette animation. Ça nous apporte toujours plein d'informations. Merci. À la prochaine. Merci, bonne soirée. Bonne soirée à tous, à la prochaine. Au revoir.